Bonsoir et merci d'être là pour cette nouvelle édition du journal dont voici les titres phares. Les sommets USA-Afrique s'ouvrent ce mardi 13 décembre à Washington, États-Unis. La RDC y participe avec son chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Sur instruction du président de la République, le gouvernement décrète 3 jours de deuil national après un bilan provisoire de plus de 120 morts. Drame survenu à Kinshasa après la pluie torrentielle causant perte en vie humaine et érosion sur la route de Matadi. Comme je l'ai dit tout haut, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons ce journal par la diplomatie. Le sommet USA-Afrique s'ouvre ce mardi 13 décembre à Washington, aux États-Unis d'Amérique. La RDC y participe avec son président Félix-Antoine Tshisekedi et sa forte délégation composée de plusieurs ministres. Commentaire avec Dorcas Mandonga. Placer l'Afrique au cœur de la diplomatie mondiale. Pour ce deuxième sommet seulement en 8 ans entre le continent et les États-Unis, les dossiers sont nombreux. Côté américain, Washington espère obtenir le soutien des pays africains contre l'intervention russe en Ukraine, indispensable dans un contexte international tendu et alors que l'Afrique est de plus en plus courtisée. C'est la Chine qui a instauré ce type de sommet et qui a eu un immense succès dès le départ et ça l'a inspiré d'autres pays. On a eu Turquie-Afrique, on a eu Inde-Afrique, on a eu... et les États-Unis, évidemment, ne sont pas en reste. Dans les relations bilatérales, c'est toujours bien à un moment donné de rencontrer les dirigeants et c'est exactement ce qui se passe. Une cinquantaine de chefs d'État africains sont attendus aux États-Unis. Pour la RDC, ce déplacement est l'occasion de faire pression sur son voisin rwandais qu'elle accuse de soutenir militairement la rébellion du M23 dans l'est du pays. L'Éthiopie de son côté souhaite renégocier les accords commerciaux avec Washington et demander une levée d'un certain nombre de sanctions imposées à Addis Abeba depuis le début de la guerre au Tigré il y a 2 ans. Chacun vient donc avec ses priorités et c'est bien le problème, selon Marie-Roger Biloa. Il s'agit à la fois de renouveler l'engagement économique. Évidemment, il est question de paix, de sécurité, de bonne gouvernance. On parle de démocratie, de droits humains, de la société civile. On parle de la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, la réponse à la crise climatique, l'éducation des jeunes. Vous voyez, c'est à peu près tout. C'est un catalogue complet. Évidemment, qui trop embrasse mal les trains, c'est clair. C'est sûr qu'on sera certainement assez déçu de ce qui va en sortir. Lors de ce sommet de 3 jours, le président américain Joe Biden devrait aussi plaider pour l'intégration de l'Union africaine au G20 et au Conseil de sécurité de l'ONU. Quittons la diplomatie pour la primature. Sur instruction du président de la République, le gouvernement décrète 3 jours de deuil national après un bilan provisoire de plus de 120 morts causés par la pluie torrentielle qui s'est abattue à Kinshasa la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022. Regardez. Après sa descente sur terrain dans l'après-midi pour évaluer les dégâts causés par la pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé dans la soirée une réunion de crise à laquelle ont pris part quelques ministres sectoriels, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police et d'autres personnalités concernées. Suite à d'énormes pertes en vie humaine enregistrées, notamment plus de 120 morts dans la capitale au cours de cette réunion, le chef du gouvernement, sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est très touché par ces drames, a décidé de décréter 3 jours de deuil national à partir de ce mercredi 14 décembre 2022. Selon le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a fait les comptes rendus de cette réunion à la presse, le gouvernement rendra en charge les obsèques de toutes les personnes décédées. Des dispositions utiles seront prises pour que les activités funéraires soient organisées par commune pour éviter que les familles n'effectuent de longues distances pour venir à un seul lieu.
pour 3 jours. À la même occasion, Son Excellence Monsieur le Président de la République a demandé au Premier ministre, qui à son tour nous a instruit de pouvoir présenter leurs condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées ces jours. Et donc, à partir de demain, le Congo est en deuil. Après que nous ayons fait les points et que le président de la République nous ait donné des instructions. Il a été décidé, entre autres, que des démolitions soient faites sur des sites bien identifiés. Le gouverneur de la province de Kinshasa a été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, prendre un acte pour que nous puissions être en conformité avec la loi. Et le plus rapidement possible, cela devra être fait. Fermer, et ça c'est une fois de plus, les sites qui posent des problèmes à ce jour. Notons par ailleurs que pour ce qui concerne les travaux de réhabilitation de la route de Matadi qui a été coupée au niveau de Mitendi, le VPM Acelo a laissé entendre que les travaux sont en train de se faire et ça va se dérouler entre 4 à 5 jours. Drame survenu à Kinshasa après la pluie torrentielle causant perte en vie humaine et érosion sur la route de Matadi RN1. Le Premier ministre Sama Lokonde annonce le début rapide de travaux de réhabilitation et des mesures idoines en faveur des familles de victimes. Reportage. Aussitôt informé de la situation dramatique survenue après la pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa, aux petites heures du matin de ce mardi 13 décembre 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde n'a pas hésité à un seul instant de se rendre sur le terrain pour une évaluation de dégâts causés afin d'envisager urgemment de mesures appropriées, surtout le cas de plusieurs morts sortis de décombres après éboulement dans un quartier résidentiel. À la tête d'une forte délégation gouvernementale composée du ministre des Infrastructures et Travaux publics, du ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, du Premier ministre, du ministre de la Santé, du Genre, Famille et Enfants, et en présence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa et du commissaire provincial de la police, le chef du gouvernement a d'entrée de jeu partagé la douleur avec les familles de victimes de ces drames avant d'annoncer sur le champ le début des travaux de remblaiement et des réhabilitations de la RN1 menant vers Matadi, coupée en deux dans sa partie comprise entre les quartiers Matadi-Mayo et Mitendi dans la commune de Mongafula. Ce matin, nous avons appris qu'à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue cette nuit, justement du 12 au 13 décembre sur la ville de Kinshasa, a causé d'énormes dégâts. Ici, nous sommes sur l'un des premiers sites. La route qui mène vers Matadi a été coupée à la suite d'une érosion subite. Et donc, il nous fallait d'abord venir pour évaluer les dégâts. Les premiers dégâts que nous sommes venus évaluer, c'est d'abord les dégâts humains. Et donc, nous sommes au regret de constater que dans l'érosion qui s'est abattue, il y a malheureusement des résidences qui ont été emportées et nous avons une indication de près d'une vingtaine de morts et nous continuons encore les recherches dans les décombres pour avoir plus et vraiment établir le dernier bilan. Donc c'est le premier bilan que nous sommes venus faire, c'est d'abord le bilan humain et apporter avec tous les secteurs avec lesquels nous nous sommes déplacés, notamment le ministère des Affaires sociales, de la santé, du genre des familles et voir comment est-ce que nous pouvons apporter en tout cas notre confort
à ces familles qui ont été malheureusement fauchées et touchées. C'est le premier bilan. Le deuxième bilan, c'est un bilan au niveau des infrastructures, pour voir exactement au niveau de la route, parce que c'est une route. Il a par ailleurs prodigué des conseils aux populations riveraines qu'il a appelé à éviter de faire des constructions anarchiques. Vecteur. Signalons qu'après l'étape de Mongafula, le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé s'est rendu dans d'autres coins de la ville de Kinshasa où l'on signale également de dégâts matériels importants, de pertes en vie humaine dues entre autres aux inondations et à l'électrocution. Assemblée nationale, le député Edouard Kiovekola, élu du territoire de Lubero, a déposé la proposition de la loi portant interdiction de fumer en public. Suivez. Je crois que c'est une proposition qui voudrait simplement limiter dans l'espace là où les fumeurs peuvent fumer. Parce qu'il vous souviendra que dans notre constitution, vous le savez tous que le droit à la santé est garanti. Il vous souviendra également que nous devons vivre dans un environnement sain. Alors, lorsque tout le monde fait ce qu'il veut, nous ne pouvons pas aboutir à ce qui est prévu par la Constitution. C'est pour cette raison que au jour d'aujourd'hui, il fallait que nous ayons une loi qui limite dans l'espace les endroits où on peut se mettre en train de fumer. C'est pour cette raison que nous avons créé pour pouvoir initier une proposition de loi qui va juste permettre aux fumeurs de fumer, c'est leur liberté, mais en accordant à autrui aussi leur liberté lorsque eux-mêmes se portent volontaires de ne pas fumer et vous l'imposez de fumer, je crois que c'est inadmissible. Vous vous souviendrez qu'il y a aussi des personnes vulnérables, notamment les femmes, les enfants mineurs, ainsi que les non-fumeurs. Alors, nous avons des textes légaux qui parlaient de cela, mais de manière lacuneuse, parce que chacun devrait parler de ce qu'il veut et les endroits n'étaient pas vraiment limités. Et nous devrions avoir une loi unique parce que les autres étaient à ne pas, et il fallait une loi unique et intègre qui limite effectivement cette pratique de fumer là où tu veux, dans un lieu fermé. Ça serait exposer tout le monde et ça ne serait pas bien de laisser tout le monde dans un tel désordre. Le mérite de cette loi, c'est juste pour contribuer au renforcement de lutte anti-tabac. Parce qu'aujourd'hui, l'évolution de par le droit international lié à la santé, vous savez qu'on serait en train de lutter contre le tabac. Et nous, Attaque Congo, nous ne sommes pas loin de la communauté internationale en général pour limiter les pratiques de nature à exposer. Place à présent à la politique. Le président du mécanisme de suivi de l'accord, Joseph Olengankoi, a été reçu par le président de la SENCO. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et les sociaux de la population étaient à la base de leur échange. Suivez ces propos recueillis par Laurence Kumasamba. Président, il y a 5 ans. Il y a organisation, il y a la catholique, pour tout ça, il y a 5 ans. Tuyaki, il y a Liboso, Kosololanaye, pour verser la démarche sur tout ça, pour ça, il y a plus ou moins à comprendre le fondement, mais aussi, au même moment, makanisi nini otokoki kozwa oyo ekuti pa na bango oyebi église catholique eza neti mai ato lobi okomela jamais moko sokola yango yango biso toyeni sikoyo parce que situation oyo mboka na biso eza ko traverser le lot et les tozana obligation ya conscience na morale
ya koya pembeni na bango po te toyeba nganga nzambe alakisa biso nzela nini oyo ifo biso tokende po nzambe atia moko na moko aspect nini oyo akokosalela ekolo na bango. Bango baza bato moko baza na baambition politique te, et tango bango bakolobela yo makambo ya mboka balobaka sans sentiment, mais bakotala kaka intérêt ya mboka mobimba. Mais homme politique mutu na mutu aza na sentiment na ye na ba stratégie na ye pour atala d'abord intérêt na ye ndenge nini nakokoma na pouvoir ou soit ndenge nini nakose maintenir na pouvoir. Mais bango na église awa baza na sentiment wana nyonso mibale te. Bango sentiment kaka moko ndenge nini ezala ba oyo baza na pouvoir, ezala ba oyo baza na opposition, bokoza la nyonso esika moko po te botala kaka oyo etali intérêt ya Congo. Toujours sur la même page politique, Joseph Olengankoi, président du mécanisme de suivi et de l'accord, a été reçu par Adolphe Mouzito, président du Nouvel Élan. Au menu de leur échange, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Bon, nous sommes venus, comme nous l'avons fait hier, voir le Premier ministre Mouzito, qui est aussi un grand acteur politique de ce pays, qui a commencé son histoire politique avec l'un des icônes de ce pays, dont le patriarche Gizenga, que son âme repose en paix, mais qui est aussi parmi les gestionnaires de l'exécutif comme Premier ministre de la République pendant une longue durée et qui détient certaines stratégies qu'il peut verser à la République, certaines orientations, certains conseils pour que la marche de la République soit sans panne pendant la période que nous traversons, qui a été une période assez dure, dont peut-être les gens négligent de reconnaître. Vous devez reconnaître que la période est difficile. La période est très difficile. Et le travail de l'élite est de réfléchir ensemble, toujours ensemble, pour défendre ensemble, marcher ensemble vers la victoire du Congo. Et la victoire d'un État, c'est d'abord la coalition en interne. S'il n'y a pas une coalition entre l'élite du pays, aucun objectif pourrait être réussi. Tout sera difficile. Et le Premier ministre Mouzito a montré sa disponibilité. Il a parlé longuement de la cohésion avant même que nous-mêmes nous développons cette partie. Il a longuement parlé de l'Est du pays, la manière dont il voit pour qu'on arrive à retrouver notre dignité et la cohésion nationale. Et il a parlé pas mal de choses. Et à un moment donné, il a même demandé, que si on le permet, de parler à des catégories, comme ancien Premier ministre et comme aussi les leaders de Nouvel Élan. Et il nous a expliqué plusieurs choses qui sont vraiment très positives pour l'intérêt du pays. La cérémonie de la remise est reprise entre le ministre provincial des infrastructures et l'excellence Eric Sakoyemba, ministre entrant dans les Hauts-Katanga, supervisé par le gouverneur, plutôt le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, le représentant du gouverneur Jacques Kiaboula. Commentaire. Appelé aux fonctions des DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachal cède officiellement le fauteuil de ministre provincial des infrastructures, urbanisme et habitat du Haut-Katanga à Eric Sakoyemba Lukwesa. La cérémonie de remise et reprise, supervisée par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial Eugène Kassato, s'est déroulée dans une atmosphère sereine et festive sous le regard des directeurs des différents services relevant du ministère des infrastructures tels que la CGT, l'Office des routes et l'OVD, ainsi que des agents et cadres du dit ministère en liesse pour saluer le sortant Miguel Katem Kachal, désormais DG de la RSP, et Eric Sakoyemba Lukwesa, le nouveau monsieur infrastructure du Haut-Katanga.
Miguel Katem Kachal a appelé tous et chacun à continuer à travailler avec le même esprit avec son successeur pour concrétiser la vision du chef de l'État. Je demande à toute la population okatangaise de lui faire confiance, de faire confiance au gouverneur des provinces. Je tiens personnellement à remercier le président de la République, chef de l'État, qui aujourd'hui a fait son choix sur un des membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga, que je suis. Je peux rassurer le président de la République que nous allons marcher dans sa vision. Le nouveau ministre provincial des infrastructures du Haut-Katanga, Eric Sakoyema Lukwesa, a promis de son côté de poursuivre l'œuvre amorcée par son prédécesseur. Moi, je n'ai pas un programme particulier à moi tout seul. C'est la continuité, c'est le plan du gouverneur de province que nous allons mettre en œuvre. Une dynamique s'en va et une nouvelle arrive au ministère provincial des infrastructures du Haut-Katanga, mais le leitmotiv reste le même, tout pour le peuple d'abord, cher au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons à présent de la société. La députée provinciale Mariquette Mutinga a communié avec la population de Kimbantseke. Dans son speech, elle demande à la population de soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi aux élections 2023. Soucieuse de sa population, une chaise roulante a été remise à l'hymne de femmes de la commune. Suivez. La députée provinciale et rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Mariquette Mutinga, est arrivée au complexe solaire Mikoline dans la commune de Kimbantseke. Elle a eu droit à un accueil chaleureux de la population. Il s'agit pour l'honorable Mariquette Mutinga, vice-président du PDG, de sensibiliser la population de ces coins de la capitale aux enjeux électoraux à venir, exhorter à l'enrôlement massif des électeurs potentiels et soutenir le président de la République et chef de l'État et nos forces armées dans l'effort de pacification de l'Est du pays. Faisant d'une pierre deux coups, la députée Mariquette Mutinga a rendu visite au regroupement des personnes vivant avec handicap de Kimbantseke. Pour lier l'utile à l'agréable, Mariquette Mutinga a remis une chaise roulante toute neuve à une maman vivant avec handicap qui à son tour n'a pas tari de gratitude. Après ça, maman, merci. La nena sunga na vélo, na kipe na souffrance à vélo ma casse. Ah musuna ko bima moya ko bima, ezati ko vélo pene ko me ko déranger na ma casse. Zamba pambola maman na ndenga yelinga vélo penza aso musaya mingi pa ina ye yango na sepe. Après la forte pluie qui s'est abattue à Kinshasa dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022 qui a causé plusieurs dégâts matériels et humains, le gouvernement a mis en œuvre le travaux de réhabilitation qui s'effectuera dans 4 à 5 jours. Suivez les commentaires. C'est suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue aux petites heures du matin de ce mardi 13 décembre 2022, qui a serré entièrement responsable de cet incident. À cet effet, les eaux de la pluie ont créé une érosion qui a coupé cette axe routière en deux parties. Impossible pour les camions en provenant du Congo central d'atteindre Kinshasa. L'inverse non plus. Par ailleurs, selon les témoins contactés, ont confirmé bel et bien de morts d'hommes, même si à l'heure actuelle, il est difficile de confirmer le nombre exact que cette route desserve en produits de consommation en provenance de la province Congo centrale. Notons que la réhabilitation de ces travaux ont déjà débuté, comme l'avait annoncé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Parlons de la province. Au nom du président de la République, j'exhorte le policier formé à renouer le lien avec la population et à lutter contre le sentiment d'insécurité dans les quartiers afin de redorer l'image de la police nationale. Tels sont les propos de Jacques Kiaboula. Suivez les reportages. Au total, 160 policiers ont été formés pendant 6 mois sur plusieurs matières, dont la proximité avec la population, la redevabilité et les droits de l'homme. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la 5e phase du projet Police de proximité et professionnalisme de la police financé par le Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL en sigle, en collaboration avec l'Organisation internationale de migration, fruit du partenariat entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui des USA.
Un partenariat réussi, mis en exergue tour à tour par la directrice de l'INL et le représentant du commissaire général de la police dans leur prise de parole. La police nationale congolaise bénéficie de cette coopération bilatérale RDC-États-Unis depuis 2015 en équipement et en infrastructure. Avant de clôturer la cérémonie, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, a exhorté les policiers formés à renouer des liens de proximité avec la population et à lutter contre l'insécurité dans les milieux. Comme vous le savez, la réforme consiste en un changement en vue d'une amélioration. Or, le changement comme amélioration ne peuvent provenir que d'un renforcement des capacités, autrement dit d'une bonne formation. Ainsi, au nom du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'exhorte les policiers formés à renouer le lien avec la population et à lutter contre le sentiment d'insécurité dans les différents quartiers afin de redorer l'image de la police nationale congolaise. Les 5 meilleurs stagiaires de la promotion ont reçu quelques présents, notamment une moto, un congélateur, un frigo, un groupe électrogène et un écran plasma. Il faut signaler que c'est par un défilé de troupes devant le gouverneur Jacques Aboula Katoué que la cérémonie s'est clôturée. Présent quittant la RDC pour l'Afrique du Sud, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a échappé ce mardi à l'ouverture d'un processus de destitution. Le Parlement s'y étant largement opposé à l'issue d'un débat, embourbé dans un scandale de plus de 2 mois, il est accusé d'avoir tenté de dissimuler à la police d'un vol important de sommes en liquide cachées dans l'un de ses propriétés. Regardez. L'Assemblée sud-africaine reçoit des documents très sensibles. Un rapport rédigé par une commission d'experts chargée de déterminer si le président Cyril Ramaphosa a violé la loi. L'étude se penche sur un scandale qui l'embarrasse depuis juin. Cyril Ramaphosa est accusé d'avoir dissimulé un vol à la police. En 2020, des cambrioleurs se sont introduits dans sa luxueuse ferme et y ont dérobé 4 millions de dollars. Des liasses de billets cachés dans des meubles et dans des coussins. Selon le chef de l'État, cet argent aurait été reçu suite à la vente d'animaux. L'incident aurait été signalé à son unité de protection personnelle. Des explications loin de convaincre ses opposants. Les criminels ne signalent pas les crimes lorsqu'ils se font voler le produit de leurs crimes. Le rapport doit être examiné mardi par le Parlement, qui décidera ensuite s'il ouvre une procédure de destitution. Il y a une semaine, en visite au Royaume-Uni, le président minimisait le risque. Craignez-vous que cette affaire mène à votre destitution? Non. Je pense que j'ai fait valoir mon point de vue. La procédure aurait peu de chances d'aboutir. Elle requiert un vote à la majorité des 2/3 à l'Assemblée, où le parti présidentiel, le Congrès national africain, détient une confortable majorité. C'est surtout l'avenir politique de Cyril. Le parti se réunit dans 2 semaines pour désigner son leader. L'actuel président avait été élu après la démission de Jacob Zuma, empêtré dans des affaires de corruption, un fléau qu'il avait promis d'éradiquer. So help me God. Mettons pas fin à cette édition du journal sans pouvoir parler de migrants, des dizaines de milliers de migrants subsahariens qui ont été expulsés en Algérie vers le Niger, déposés à la frontière entre les 2 pays au milieu du désert. Plus de 2 mois, le migrant se retrouve dans des centres de transit débordés où ils attendent leur rapatriement dans leur pays d'origine. Suivez. Ils viennent de dizaines de pays d'Afrique noire et ont tenté la traversée du Sahara pour rejoindre l'Algérie puis l'Europe. Arrêtés en Algérie et ensuite expulsés au Niger, certains sont coincés ici depuis plus de 2 mois.
Le pays le plus pauvre en Afrique qu'on ait ici, en Nigeria, il n'y a rien ici. Nous, on souffre ici. Des centaines de ces personnes arrivent blessées au Niger. Ils accusent les policiers algériens de violence. On est en train de courir comme ça, c'est eux-mêmes qui ont tapé, nous on a tombé. Donc c'est eux qui ont fait ça, vous comprenez. On a eu des fractures sur mon pied, fractures avec mon ami là aussi. Oui. La plupart sont enregistrés dans un centre de transit prévu pour héberger 1000 personnes. Mais c'est au moins 2000 de plus qui demandent l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations à Asamaka. À la source du problème, le ralentissement des rapatriements dû à la crise du Covid-19, mais aussi aux expulsions régulières des autorités algériennes dans des conditions très dures. Au désert là, on nous a jetés à 4 h du matin en plein désert, sans nourriture, sans eau. Je n'avais plus aucune force. Ils tournaient autour de nous avec leurs véhicules. Ils tiraient des coups de feu pour nous faire fuir. Après ce tournage, nous avons contacté l'ambassade algérienne au Niger qui n'a pas souhaité donner suite à notre demande d'interview. Quelques kilomètres plus loin, en se rapprochant de la frontière, Thune, un lieu où à une époque, seuls les transporteurs se ravitaillaient. Les quelques commerçants présents sur le site aujourd'hui sont régulièrement témoins des arrivées en catastrophe de groupes de personnes expulsées d'Algérie. Ils ont souffert. Certains n'ont pas de chaussures, certains arrivent sans habits. Quand ils arrivent ici, ils ont déjà beaucoup souffert. Le nombre de personnes qui arrivent ici a augmenté. Avant, on avait 5 tentes. Aujourd'hui, vous voyez de vous-même, chaque année, le nombre de personnes augmente. Les organisations humanitaires mènent des opérations de sauvetage dans le Sahara. Objectif, éviter aux migrants perdus dans le désert une déshydratation mortelle. Ibrahim François part à la rescousse des plus vulnérables sur son tricycle. Le dernier combat qui est arrivé, il y en a qui a sauté du véhicule, il est tombé, blessé, coulé du sang, des oreilles, de la gauche. En fin de compte, il est décédé. Il a été enterré ici à Asamaka. Quand ils arrivent, on leur donne ce carnet pour qu'ils sachent quels sont les dangers qu'ils courent, qu'ils encourent sur la route. C'est au moins 30 personnes abandonnées dans le désert par les autorités algériennes qui ont perdu la vie au nord d'Asamaka depuis 2020. Dans le nord du pays, les centres de transit de l'Organisation internationale pour les migrations sont tous débordés. L'une des solutions pour les désengorger est le retour volontaire dans le pays d'origine, mais une large partie des procédures stagne. On se retrouve avec une surpopulation des bénéficiaires. On pourrait dire qu'on a généralement un manque de ressources, à la fois financières et aussi du personnel, pour assister ce nombre de personnes. Dans le centre de transit d'Asamaka, surpeuplé depuis des mois, certains organismes humanitaires craignent la propagation de maladies. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver, une épidémie, certaines maladies, quand ça arrive, même si c'est une seule personne, c'est préoccupant. Parce qu'ils sont très proches, ils sont très nombreux, qui vivent ensemble, donc c'est là notre préoccupation. Depuis le début de l'année 2022, le nombre de réfugiés sur le sol nigérien a augmenté de près de 20%. Au 30 octobre, cela représentait près de 400 000 personnes. Les crises sécuritaires au Mali, au Burkina Faso et au Nigeria continuent, elles, de pousser des milliers d'individus à fuir vers le Niger. Si vous nous avez pris en cours de cette édition du journal, voici l'essentiel à retenir. Le sommet USA-Afrique s'ouvre ce mardi 13 décembre à Washington aux États-Unis. La RDC y participe avec son chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Sur instruction du président de la République, le gouvernement décrète 3 jours de deuil national après un bilan provisoire de plus de 120 morts. Drame survenu à Kinshasa après la pluie torrentielle causant perte en vie humaine et érosion sur la route de Matadi.
Mesdames et messieurs, nous sommes complètement à la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bon suite des programmes sur votre chaîne.